Viviane Bouy, c'est à vous. Donc, je précise que vous êtes inspectrice générale de l'éducation nationale, ce qui n'est pas rien. Vous êtes spécialiste de la maternelle, auteur de nombreux rapports, dernier en date que j'ai lu, sur la maternelle, sur la primarisation, l'élémentarisation de cette école. C'est à vous. Merci Madame, bonjour à tous. Juste un mot pour dire d'emblée que c'est bien de maternelle qu'il sera question, mais pour replacer ce sujet, que fait-on des petits-enfants? J'ai été sensible aux petits-enfants et non pas jeunes enfants à la Madolila, et je pense qu'il y a une intention, évidemment. Que fait-on des petits-enfants? Oui, on est parfois conduit à les mettre à l'école maternelle parce que dans notre société, il y a peut-être des manques ailleurs. Et je veux le dire parce que l'école maternelle est conduite à assurer parfois une fonction qui dépasse celle qu'on lui assigne dans nos représentations. Cette question de l'accueil des jeunes enfants, il ne va pas de soi qu'avant un certain âge, il se fasse dans les meilleures conditions dans les écoles maternelles que l'on connaît. Et je pense que ce sera peut-être un élément du débat. Juste peut-être pour votre information, mais certains sont peut-être très au fait de cela, j'écoutais dans un colloque la semaine dernière Agnès Florin qui évoquait des chiffres qu'elle dit venir de la DREES, qui est une direction d'études du ministère des Affaires sociales, qui indiquait qu'en 2009, 60% des enfants de moins de 3 ans étaient gardés à la maison par leur mère, 18% par une assistante maternelle, 10% seulement étaient pris en charge dans un accueil collectif, école maternelle incluse, 10%, 4% grands-parents, 2% personnes à domicile. Parmi les 20% des familles dites les plus favorisées, dans les 20% des familles dites les plus favorisées, 69% des enfants avant 3 ans ont un autre mode d'accueil que la vie en famille. 69%, alors qu'ils sont 9% dans les 20% des familles les plus défavorisées. C'est dire quand même que la différence de prise en charge des petits-enfants est socialement très marquée. C'est dire aussi que toutes les familles ne font pas le même usage de l'école maternelle. Toutes les familles n'ont pas le même besoin de l'école maternelle. Et si je voulais le poser au départ, c'est parce que dans la phase actuelle où le ministre a décidé de relancer la scolarisation des enfants de moins de 3 ans, nous voyons à quel point cette proposition est en phase avec les besoins qui sont des besoins de garde et d'accueil de certaines familles, alors que d'autres qui n'ont pas ce besoin-là, que leur enfant soit gardé par d'autres qu'eux, ne sont pas forcément demandeurs, alors que nous aimerions pouvoir nous adresser à elles. Et je reviendrai sur cette question parce que ça n'est pas du tout neutre par rapport à ce qui a été dit dans la première controverse sur ces enfants de milieux défavorisés pour leur majorité qui échouent, qui restent effectivement les laissés pour compte de l'école et qui sont ceux qui nous concernent d'abord. Je voulais poser cela pour commencer et pour bien situer le problème. La question de l'accueil des jeunes enfants est un problème scolaire peut-être, mais c'est aussi un sujet de société, beaucoup plus largement. Deuxième point, donc, rentrons dans notre actualité, en tout cas celle de l'éducation nationale, avec la relance de la scolarisation des enfants de moins de 3 ans. Alors, je vais insister un peu, non pas par maniaquerie statistique ou je ne sais quoi, sur cette idée d'enfants de moins de 3 ans plutôt qu'enfants de 2 ans. On dit les enfants de 2 ans à l'école. Statistiquement, en fait,
la très très grande majorité des enfants qui viennent à l'école avant 3 ans ont plus de 2 ans et demi, ont 2 ans et demi et plus. On a très très peu d'enfants entre 2 ans et 2 ans 3 mois. On pourrait en avoir plus si l'évolution se fait telle que le ministre la souhaite. Donc ce sont des enfants plutôt au-dessus de 2 ans et demi. Le ministre a souhaité, dans un premier temps, il l'a énoncé comme cela, faire plus. Le système éducatif accueillera plus d'enfants de moins de 3 ans. Cet accueil a pu concerner jusqu'à 35% des enfants entre 2 et 3 ans à une période, et depuis 2002, cet accueil a décru très fortement et il était tombé à 11% de ces enfants. Je ne dis pas c'est bien, c'est mal, c'est ainsi. C'est le signe aussi de la manière dont cet accueil s'est installé dans l'école maternelle. Il a cru, il a augmenté quand on a eu des places à offrir à ces enfants-là. Il a décru quand les places ont manqué, et on voit à quel point, on va dire, la bonne démographie que l'on a actuellement, le poids des naissances chaque année, pèse assez lourd. Moi, j'ai fait partie de ces générations d'inspecteurs qui disaient, d'inspecteurs sur le terrain, qui à une période disaient une génération, c'est 750 000 enfants. Aujourd'hui, quand on regarde les dernières années, c'est 825 000, 830 000 enfants. C'est beaucoup plus. Il y a une montée des effectifs qui fait que mécaniquement, on a accueilli moins de petits. Le ministre, dans sa volonté de scolariser plus avant 3 ans, dit clairement qu'il faut que cette scolarisation profite d'une certaine façon à ceux qui en ont le plus besoin, mais besoin de notre point de vue, on le voit bien. C'est-à-dire ceux pour lesquels on pense qu'un accueil plus précoce va permettre de travailler à la fois sur la question du langage, mais également sur, si je puis dire, la curiosité d'apprendre, l'envie d'apprendre, par des stimulations qui leur seraient apportées. Ce sont ces enfants-là que l'on souhaiterait avoir plus nombreux. Les dernières études qui disent d'une certaine façon que nos élèves à la sortie de l'école maternelle ont des résultats meilleurs qu'ils n'en ont jamais eu dans certains domaines, dans les domaines que l'on évalue, puisqu'on ne sait rien de ce que l'on n'évalue pas. Dans les domaines que l'on évalue, on trouve dans ces études des indications tout de même que les enfants, on va dire, des milieux a priori les plus précarisés, les plus en difficulté, qui sont venus à l'école avant 3 ans, ont des résultats un peu meilleurs que les autres. Des études antérieures nous ont montré que ce gain qu'on peut mesurer à un certain moment n'est peut-être pas extrêmement durable, mais en tout cas, au début du cours préparatoire, il l'est encore. Et au fond, le raisonnement est bien que si l'on veut lutter contre ces échecs scolaires programmés, dont Alain Bintolila parlait en ouvrant la matinée, eh bien, il faut s'attaquer à ce que l'on sait, finalement, tout au moins d'un point de vue statistique, de ce qui peut être lié à l'échec. Alors, déjà là, il y a un petit élément sur lequel il faut tout de même clarifier la position. Nous ne disons pas, en disant cela, que la langue qu'entendent les enfants dans ces milieux, que le langage qu'on leur parle, ne sont pas de bonnes choses. Nous ne disons pas cela. Nous ne disons pas que les enfants sont privés d'affection, de sécurité également parfois. Nous disons simplement que ce dans quoi ils vivent n'est pas dans la cohérence, dans la continuité avec ce qu'ils vont trouver à l'école, et que d'une certaine façon, avoir un peu plus de temps avec eux
pour leur permettre de construire finalement cette cohérence, de renouer des liens, de construire de la connivence et de l'aisance dans ce que l'on veut leur faire apprendre à l'école, avoir un peu plus de temps va être nécessaire. J'insiste parce qu'il ne faut pas entendre la proposition de scolarisation précoce comme je ne sais quelle sommation à anticiper encore plus certains apprentissages très scolaires avec ces enfants-là. Nous craignons au contraire que ces effets d'anticipation soient très dommageables avec ces enfants-là. Et donc, ne nous trompons pas d'objectif. C'est du temps qu'il faut leur donner pour s'installer dans de bonnes conditions dans la langue, dans nos manières scolaires, et non pas activer encore plus tôt, finalement, cette machine à échouer. Je crois qu'il faut être très, très clair par rapport à cela. Alors, pour ne pas activer la machine à échouer, il y a un deuxième aspect sur lequel nous sommes sommés de travailler. Si vous voulez faire plus, pourrait-on dire, alors faites mieux. Puisque jusqu'à maintenant, ce que l'on nous a dit tout de même, c'est que l'on ne savait pas vraiment bien faire avec les enfants de moins de 3 ans. Je ne sais pas si on sait mieux faire après, mais c'est en tout cas l'image que l'on nous a renvoyée. Je vous rappelle tout de même qu'un chapitre du rapport annuel de la Défenseure des enfants en 2003 rangeait la scolarisation précoce dans le registre des violences faites aux enfants. Donc nous sommes très sensibilisés à cette dimension et la volonté est de faire mieux que ce que l'on a pu faire jusqu'à présent. Je ne suis pas sûre que vous vous représentiez ce que signifie la situation où nous sommes de dire « nous voulons cette scolarisation des moins de 3 ans ». Dire « nous la voulons », c'est dire que nous nous engageons à dire aussi « nous allons la penser pour qu'elle soit profitable aux enfants ». Vous voyez que quand on a laissé faire cette scolarisation, je dirais de manière opportuniste, puisqu'il y avait des places, on l'a laissé s'installer sans l'avoir réfléchi, sans avoir travaillé finalement aux conditions qui pouvaient faire qu'elle allait être positive. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons des bases pour y réfléchir, et entre autres, ce que vous nous avez dit. Vous avez apporté beaucoup d'éléments sur lesquels nous nous appuyons finalement sur ce qui peut nous permettre d'espérer que ce sera positif. Il y a un an juste, puisque la circulaire est datée du 18 décembre 2012, était publié donc ce premier texte sur la scolarisation des moins de 3 ans. Et il y a, en annexe à ce texte, un cahier des charges qui vise donc à installer, si je puis dire, de bonnes conditions pour cette scolarisation. Ce cahier des charges, il s'adresse aussi bien, si je puis dire, aux enseignants qu'aux responsables locaux de l'éducation. C'est-à-dire qu'il est dit des choses sur les conditions dans lesquelles les classes seraient ouvertes, les dispositifs seraient ouverts. Il est dit des choses sur les effectifs que l'on prendra en compte. Il est dit des choses sur la nécessaire coopération avec les partenaires. C'est un cahier des charges qui concerne toute l'institution. Et il y a un deuxième aspect qui concourt à se faire mieux, si je puis dire, c'est la définition qui est donnée dans la loi désormais de l'école maternelle, de son ambition finalement à concourir à un développement global, sensoriel, moteur, social et cognitif. C'est-à-dire qu'on n'évacue pas le développement cognitif, mais on n'assimile pas d'emblée scolarisation en maternelle et développement cognitif. Nous sommes assez attentifs à cette ouverture. C'est-à-dire, si on veut lutter contre la primarisation, il faut aussi permettre à tous les enseignants, aux formateurs, de travailler sur ces différentes dimensions, voir comment finalement nous
l'école maternelle n'est pas destinée à réduire les enfants à être des troncs assis devant des tables et à travailler sur des fiches. Pardonnez-moi les caricatures, mais c'est un petit peu cela. Les enfants peuvent être encore des enfants actifs, des enfants qui jouent, des enfants qui manipulent, et nous le souhaitons. Alors, pour la dernière partie de mon propos, juste quelques éléments sur lesquels, finalement, nous sommes peut-être en train de faire des progrès. Vous voyez, je le dis modestement, parce que, vous savez, l'école, on est toujours le mauvais objet, d'une certaine façon, dans beaucoup de débats, mais comme nous croyons à l'éducabilité de tous les enfants, nous croyons aussi à l'éducabilité de l'école en général. Ça peut être une organisation apprenante. Premier point, je crois qu'un gros effort a été fait partout où cette scolarisation des moins de 3 ans se développe, là, cette année, sur les conditions d'accueil. Et je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais c'est une occasion pour moi de dire à quel point, finalement, quand les directeurs académiques des services de l'éducation nationale ont travaillé avec les collectivités locales, les municipalités, enfin, les élus locaux, ceux qui ont responsabilité sur l'école primaire largement, nous avons rencontré dans beaucoup de cas un accueil très favorable. Nous savons qu'un certain nombre de communes ont vraiment fait des efforts d'équipement adaptés aux jeunes enfants. Nous savons que des communes ont fait des efforts par rapport aux agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles. Toute classe, tout dispositif de tout petit doit avoir, si je puis dire, un co-encadrant avec l'enseignant. Je ne dis pas quelqu'un qui va s'occuper des basses tâches, je dis un co-encadrant des enfants avec l'enseignant. On a eu de ce point de vue-là un accueil tout de même intéressé et intéressant. J'ajoute que dans certaines communes, prenant appui sur l'expérience de dispositifs anciens qu'on appelait les dispositifs passerelles, il y a même eu un effort pour recruter des éducateurs de jeunes enfants qui viendraient travailler, si ce n'est à temps complet, au moins à temps partiel, avec les doublettes là, qui accueilleraient les petits-enfants. C'est quelque chose qui nous semble important. Du côté de l'éducation nationale, nous avons accueilli les ATSEM pour des formations avec les enseignants. Il faut que ça dure, cette affaire, mais c'était un premier pas. Nous avons aussi travaillé, et ça n'est pas la moindre des efforts, sur la question de la souplesse. Si on veut accueillir des enfants très jeunes, peut-être la bonne logique n'est pas de les faire pointer tous les matins à 8h20 à l'école maternelle, et pointer à je ne sais quelle heure quand ils en ressortiront. Le moment de l'arrivée peut être un peu décalé, le moment du retour l'après-midi peut être un peu décalé. Cette question de nous voulons qu'ils viennent, nous allons nous adapter. Et puis petit à petit, nous les ferons rentrer sans doute dans des horaires un peu plus, entre guillemets, socialisés, mais soyons un peu plus souples, tout en maintenant tout de même des régularités. Travailler autant que nous pouvons le faire avec les parents. Alors, je pense que c'est pour nous le plus gros défi, d'une certaine façon. Informer, accueillir, d'une certaine façon, pour certains parents, les sécuriser eux-mêmes par rapport à l'école. Nous savons bien que tout le monde n'a pas la même trajectoire de vie, n'a pas eu la même trajectoire scolaire, et que pour certains, ce milieu-là est hostile et dangereux. Et nous ne prétendons pas que nous sécuriserons les enfants si les parents sont eux-mêmes en grande tension par rapport à cela. Et cet accueil des parents, cette considération des parents, je dirais, parce que même si nous les savons en difficulté, l'idée c'est bien toujours que si nous voulons être dans cette alliance éducative avec eux, nous ne devons pas les disqualifier dans leur rôle d'éducateur.
Et ça reste très difficile. Vous voyez bien en particulier avec tous les parents dont le français n'est pas la langue usuelle de communication. Passer par un tiers pour parler de certaines choses au sujet de son petit, c'est quelque chose de très, très compliqué. Ce travail n'a pas forcément encore abouti pleinement dans tous les milieux. C'est-à-dire que nous rencontrons de la résistance à la scolarisation, enfin, à la mise à l'école d'enfants de moins de 3 ans dans un certain nombre de milieux. Faut-il d'ailleurs continuer dans ce sens-là? Faut-il avoir une attitude plus ouverte et accueillir ces enfants ailleurs qu'à l'école? Il y a des questions qui se posent et qui mériteront d'être posées et discutées. Nous sommes en observation de ce qui est en train de se mettre en place. Et puis enfin, le dernier point, c'est le travail qui est en cours et qui doit se poursuivre, s'accentuer sans doute avec les enseignants sur les modalités de prise en charge pédagogique de ces jeunes enfants. Ce n'est pas des leçons, de leçons dont ils ont besoin. C'est d'une certaine forme de prise en charge qui permettent effectivement la poursuite de ces apprentissages que vous avez dit par imprégnation, mais qui mettent en place ces apprentissages que vous avez dit par intention. C'est une manière de dire que nous n'avons pas, enfin, nous ne le disons pas comme ça très souvent, et je trouve que c'est très intéressant ça, de le dire comme ça. La question se pose en particulier par rapport au langage. Comment développer ces interactions langagières, ces petites conversations, ces conversations dans des petits groupes, ces conversations avec des enfants seuls. C'est sans doute l'art de faire que nous avons à développer. Je crois que sur tout ce qui est raconter des histoires, partager des histoires avec des enfants, nous avons fait beaucoup de progrès. Sur les questions de l'oral, il reste à travailler. Alain Bintoli l'a dit, oui, je le crois. Je terminerai simplement en disant que le message pour nous, à l'intérieur du système, c'est de dire que plus encore avec ces enfants-là qu'avec tous les autres, se soucier de leur bien-être à l'école, c'est pas un à côté purement gratuit, quoi. C'est peut-être simplement créer les bonnes conditions pour qu'ils apprennent de l'école et que ce bien-être à ce moment-là est sans doute une condition de ce que les anglo-saxons appellent well-becoming, le bien devenir. Et on aimerait s'inscrire dans ce cadre-là. Croyez-moi, nous y travaillons. Merci. Merci.